L'environnement arrive au 6e rang des priorités des Canadiens et des Canadiennes. Mais là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, Trump, les tarifs, pour la très, très, très grande majorité de la population, c'est ça l'enjeu de la campagne électorale. La première ministre de l'Alberta lui a demandé de mettre une cible sur mon dos, mais pas au sens figuré, au sens propre. Est-ce qu'il y avait un sentiment d'injustice quand tu es arrivé le lendemain? Est-ce qu'on se sent impuissant? Comment ça? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que je pense que c'est une des rares fois que quelqu'un me la pose. C'est présentement, tous nos échanges d'électricité, ou presque, sont nord-sud. Est-ce qu'on veut continuer d'être aussi dépendant? Peut-être que non. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas investir dans un réseau électrique est-ouest? C'est un enjeu important, puis on a besoin de vous. Je suis Soraya Blouin, vice-présidente des relations aux organismes au sein des Jeunes philanthropes du Québec et je suis accompagnée de William Plamondon, président au sein du même organisme. On vous accueille aujourd'hui au Club Saint-Denis à Montréal, qui est un lieu emblématique dans la province de Québec, où l'innovation et l'histoire se rencontrent. C'est un espace de travail, de réflexion et de communauté, et surtout un endroit idéal pour lancer des conversations qui comptent. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'ailleurs de compter le Club Saint-Denis comme partenaire officiel de ce podcast. Dans cet épisode, nous allons entendre une figure emblématique, une figure importante du paysage politique et environnemental, ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, lieutenant du Québec et Parcs Canada, M. Steven Guilbeault. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous deux, merci Soraya, merci William, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci Steven. On a vraiment hâte de découvrir ton histoire, ton parcours, de parler de justice sociale et climatique et surtout de découvrir l'humain derrière le titre. Merci Steven, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Et en commençant sur une base un peu plus personnelle, la lutte contre les changements climatiques, c'est quelque chose qui date de très loin pour toi. Si je me trompe pas, ça a commencé à l'enfance. Je crois que tu avais escaladé un arbre pour arrêter des promoteurs immobiliers. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette histoire-là, puis comment ça a pu devenir un événement déclencheur pour toi dans la suite de ton parcours. Alors, c'est vrai qu'on peut lire sur l'Internet qu'à l'âge de 5 ans, j'ai grimpé dans un arbre derrière la maison familiale à Latuc. Moi, je viens de Latuc et on vivait dans un nouveau quartier, un nouveau développement. Puis derrière la maison, c'était la forêt, fait que c'était mon terrain de jeu pendant des années. Jusqu'au jour où, évidemment, pour faire un nouveau développement, ils ont commencé à couper cette forêt-là. Et là, je suis rentré dans la maison en état de panique et j'ai dit à ma mère, je dis, Maman, ils coupent notre forêt. C'était pas notre forêt, là, mais pour le petit gars que j'étais de 5 ans, c'était mon terrain de jeu. Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis ma mère, qui n'était pas une militante, elle a dit, si tu grimpes dans un arbre, elle dit, celui-là, ils ne pourront pas le couper. Et j'étais un petit bonhomme de 5 ans, je passais mes journées à jouer dans la forêt, donc je grimpais aux arbres. Alors, avec la permission de ma mère, j'ai grimpé dans un arbre et je suis resté là toute la journée. Puis ils n'ont pas pu le couper cette journée-là. Ils sont revenus le lendemain ou le surlendemain quand j'étais à la garderie pour le couper, mais je pense qu'effectivement, tu as raison, William. Ça a été, je ne me suis pas rendu compte sur le coup, mais ça a été un élément qui était vraiment déclencheur pour moi, parce que ce soit à l'école secondaire, je m'impliquais beaucoup. Je me suis impliqué après ça à l'université énormément. C'est à l'université que j'ai rencontré des amis avec qui j'ai confondé Équiterre. Mais je pense que vraiment, ce moment-là, ça a été comme une bougie d'allumage pour moi. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait un sentiment d'injustice quand tu es arrivé le lendemain, puis finalement, il avait coupé l'arbre quand même? Est-ce qu'on se sent impuissant? Comment ça? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que je pense que c'est une des rares fois que quelqu'un me la pose quand on parle de cette histoire-là. Mais honnêtement, ce dont je me rappelle le plus, c'est de poser le geste. Okay. Tu sais, c'est de dire, ma mère a dit que je pouvais grimper dans un arbre pour le protéger. C'est ça que je vais faire. Puis je me souviens pas... L'arbre, ils l'ont coupé, mais je ne me souviens pas de ce moment-là. Okay. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir posé ce geste-là. D'avoir fait de la belle action. Puis quelques années plus tard, tu as aussi escaladé la tour du CN. C'est beaucoup plus haut qu'un arbre, d'ailleurs. Ouais. Puis je crois que c'était pour brandir un drapeau. Veux-tu nous en parler un peu aussi? Donc alors, l'arbre, l'histoire de l'arbre, c'est autour de probablement 1975. Je suis né en 1970. J'ai escaladé avec un collègue britannique la tour du CN en 2001, en juillet 2001. Et c'était à l'époque du débat sur le protocole de Kyoto. Peut-être qu'ils se rappellent de ça. C'était une entente internationale sur la lutte au changement climatique. C'est ce qui précède l'accord de Paris. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accord de Paris puis de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors le protocole de Kyoto précédait ça. Puis le Canada,
n'avait pas ratifié. Donc, c'est l'exercice légal, l'avocate va bien comprendre, qui fait en sorte que ça force de loi au pays. Oui. Et là, ça branlait un peu dans le manche au Canada. Puis le gouvernement, des fois, disait qu'il allait le ratifier. Des fois, c'était pas clair. C'était le gouvernement de M. Chrétien à l'époque. Et on voulait essayer de trouver une façon de mettre de la pression sur le gouvernement canadien. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui va attirer l'attention des gens, qui va faire en sorte que les gens vont parler de ça, puis de parler des changements climatiques. Et quelqu'un dans la gang, moi je travaillais à Greenpeace à ce moment-là, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais on pourrait escalader la tour du CN. Quand même, à l'époque, je pense que c'était encore la plus haute tour au monde, pas le plus haut édifice, mais la plus haute tour. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Je faisais de l'escalade, mais je ne suis pas un professionnel de l'escalade, mais là, on s'est entraîné parce que c'est pas de l'escalade conventionnelle, c'était sur des câbles d'acier, fait qu'il fallait se pratiquer. On avait mis un câble d'acier sous un pont dans une vallée, dans un parc à Toronto. Puis ça faisait à peu près 100 pieds. Puis là, on savait qu'il fallait qu'on monte à 1400 pieds, donc 370, 380 mètres. Puis là, on montait puis on descendait sur le câble d'acier pour se pratiquer les semaines avant. Puis là, quand les gens y passaient, parce qu'il y avait des pistes cyclables, des sentiers pédestres, puis les gens disaient « Qu'est-ce que vous faites? » On disait « Bien, on se pratique pour aller faire de l'escalade, du cave diving en Russie, aller explorer des grottes en Russie. » Puis les gens disaient « Pourquoi vous faites ça sur des câbles d'acier? » On dit « Il n'y a pas beaucoup de cordes en Russie, mais ils ont beaucoup d'acier. » Puis tout le monde faisait comme « Ah, OK. » Puis ils continuaient. Qu'on avait tout construit une histoire. Puis pendant une semaine, personne qui a averti la police qu'il y avait une gang qui avait accroché un câble en dessous d'un pont dans une vallée à Toronto puis qui se pratiquait à monter sur le câble. Alors, donc, on a fait ça. Ça a pris 4 heures monter. Puis là, on a effectivement déployé une banderole pour faire pression sur le gouvernement canadien et sur le gouvernement américain aussi, parce que ça parlait des États-Unis. Puis c'était avant les téléphones intelligents. J'avais quand même un téléphone cellulaire avec moi, mais mon collègue d'escalade, on était tous les deux sur des câbles d'acier. Puis lui était à peu près 3 mètres plus loin. Mais il y avait une caméra qui pouvait envoyer des images à un récepteur en bas de la tour. Puis là, les stations de télé pouvaient brancher leur caméra puis avoir les images. Fait que je pouvais faire des images live. C'était très techno. Aujourd'hui, tu prends un iPhone puis ça prend 5 minutes. Là. Mais pour l'époque, c'était très techno. Vous aviez réfléchi à votre plan? Oui, on avait pensé à ça. On faisait des images live de la tour du CN. Puis là, il y avait des hélicoptères de stations de télé qui étaient là pour venir filmer des images. Ça avait fait le tour du monde. Ça avait passé à CNN, ça avait passé à la BBC. Des semaines après, je recevais des coupures de journaux, vraiment des coupures, là, tu sais. On voit plus ça aujourd'hui, là. De gens, de collègues ou d'amis que je connaissais en Amérique latine, en Australie, en Europe, qui me disaient, tu sais, hey, c'est passé dans le journal. Ça avait été un gros coup d'éclat. Puis ça a été quoi l'impact, le résultat? Bien, écoute, le gouvernement canadien a ratifié le protocole de Kyoto. Oh, parfait. Est-ce que le gouvernement canadien a ratifié le protocole de Kyoto parce que j'ai escaladé la tour du CN? Je pense pas. Est-ce que parce qu'il y a des gens partout au pays à l'époque qui ont, dans des municipalités, tu sais, avais des gens qui allaient au conseil municipal puis qui disaient « Pourquoi on n'adopte pas une résolution municipale pour encourager le gouvernement à ratifier le protocole de Kyoto? » Puis je pense que des événements comme ça, ça contribue à créer un dialogue collectif puis autour de ces questions importantes-là. Puis moi, je pense que c'est comme ça qu'on réussit à avancer sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Oui. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu as toujours eu une position très affirmée, très active également, puis c'est ce qui fait bouger les choses. Parfois, c'est ce qui fait aussi froisser les gens, puis même ceux qu'on aime. Comment est-ce que tu as vécu ça? J'ai toujours essayé, quand j'étais militant chez Greenpeace, chez Équiterre, puis même comme ministre, je pense que c'est un de mes amis qui m'a déjà dit « Toi, t'es un radical pragmatique. » Puis là, j'avais demandé de m'expliquer, puis il dit « Bien, t'es radical parce que les changements que je propose, c'est passablement radical. Tu sais, je veux qu'on sorte du pétrole éventuellement, puis qu'on ait des modes de production qui soient de plus en plus écologiques, que ce soit les transports, les bâtiments, l'industrie. » Alors, c'est des changements très importants par rapport à la façon dont on fait ces choses-là depuis des décennies. Donc, ce bout-là, il est radical, mais le bout pragmatique, c'est je comprends ça ne se fera pas en criant ciseaux. C'est que changer des systèmes énergétiques, changer nos façons de faire, ça va prendre du temps. Et quand il m'avait dit ça au début, je ne comprenais pas. Quand il m'a expliqué, j'étais « Ah ouais, c'est intéressant. » Puis je pense que c'est effectivement, ça reflète assez bien
mon approche. Alors, j'essaie de pas être moralisateur, j'essaie d'expliquer le plus possible pour que les gens comprennent. Puis après ça, bon, ça appartient aux gens, tu sais, il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais, d'autres qui aiment vraiment pas beaucoup ce que je fais. Auprès de la droite canadienne, dans certaines parties du pays, je suis vraiment pas très populaire. En fait, après le premier ministre Trudeau, l'ancien premier ministre Trudeau, je suis probablement la personne la plus impopulaire auprès d'une certaine partie de la population canadienne. Mais je pense que de façon générale, la plupart des gens comprennent ce que j'essaie de faire puis comment j'essaie de le faire. On nous prend le dialogue, finalement. Puis, on a débuté par le point de départ où est-ce que l'histoire a commencé. Puis, je pense qu'on peut se permettre de prendre le parcours, tu sais, pour avoir une vision globale de comment ont évolué les choses. Ça mettrait la table. Bien, en fait, donc, je m'implique beaucoup dans le mouvement étudiant. Je fais de la radio étudiante quand je suis au secondaire à l'université. Je m'implique aussi dans le mouvement étudiant. Puis, je rencontre un groupe de personnes, Laure Varidel, Sidney Ribault, qui est maintenant le directeur de la transition écologique à la Ville de Montréal, et d'autres. Puis, on commence à travailler ensemble sur des enjeux environnementaux, soit sur les campus universitaires. Moi, je suis à l'Université de Montréal, il y en a qui sont à l'Université McGill. Comment on peut améliorer la situation sur le campus, le recyclage, l'utilisation de pesticides. Et on arrive pas mal tout le monde vers la fin de notre bac, puis là, on se dit, bien, on aimerait ça travailler en environnement, mais c'est le début des années 90. Il n'y en a pas beaucoup, tu sais, il n'y a pas beaucoup de jobs en environnement. Fait qu'on se dit, bien, si on créait notre organisation, ça nous permettrait peut-être de créer nos propres emplois en environnement. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on était un soir dans un local étudiant à l'Université de Montréal, puis sur un tableau noir, on était, je pense, 6 ou 7 membres fondateurs, cofondateurs. On avait fait la liste des choses sur lesquelles on voulait travailler. Fait que Laure Varidel a dit, bien, moi, je veux travailler sur le commerce équitable. Puis, il y en a qui disaient, bien, moi, ça va être plus le transport durable. D'autres qui disaient la finance éthique, l'investissement responsable. Et le dernier truc qu'on a mis au tableau, c'était les changements climatiques. Puis après ça, on a fait un tour de table, toute la gang. Puis là, chaque personne disait, ben moi, je veux travailler là-dessus, moi, je veux travailler là-dessus. Moi, j'étais le dernier à parler. Puis la dernière chose qui restait sur le tableau, c'était les changements climatiques. Donc, je dis, OK. Je dis, moi, ouais, je dois travailler là-dessus. Ça a vraiment commencé. C'est par pur hasard que j'ai commencé à travailler. Hasard ou destin? Mais des fois, l'inconscient travaille pour nous, hein, parce que moi, je me rappelle de l'arbre à 6 ans, il y a quelque chose. Hein. Puis, peut-être, oui. Et là, on a commencé des démarches. On a eu une première subvention du gouvernement fédéral. Donc, au début, pas tout le monde qui pouvait travailler. Donc, les gens ont fait d'autres choses. Mais petit à petit, il y a une fondation, une grande fondation québécoise qui est ici à Montréal, la Fondation McConnell, qui était premier philanthrope à nous appuyer pour notre projet sur un projet qu'Équiterre faisait à l'époque qui s'appelait les fermiers de famille. Donc, on te mettait en contact avec ton code postal, avec une ferme pas trop loin, là, mettons sur la rive sud, qui venait porter une fois par semaine des légumes en ville. On a commencé avec une ferme, une vingtaine de personnes. Puis aujourd'hui, bien là, c'est un réseau de fermiers et de fermières qui gère ça. C'est plus Équiterre. Mais il y a peut-être 130, 150 fermes qui participent au Québec, qui desservent 50, 60 000 personnes à chaque année. Alors, petit à petit, on a réussi à avoir des subventions, puis ça a pris beaucoup d'expansion. Là, aujourd'hui, il y a peut-être 70 personnes qui travaillent chez Équiterre, un budget de... Puis comment ça s'est passé dès le départ pour... Tu sais, si on parle à n'importe qui nous écoute, qui aimerait fonder un OBNL, ou même pour nous, les jeunes philanthropes, on est en croissance pour aller chercher justement le financement nécessaire au début pour dire que, OK, on est capable d'engager des personnes à temps plein puis de faire vivre l'organisme, surtout avec une cause qui, à l'époque, était encore moins connue qu'aujourd'hui. Tu sais, ça a été quoi vos stratégies ou les conseils que tu donnerais? Bien, moi, je connais mieux le monde écologiste que le secteur privé, quoique j'ai été conseiller pour un fonds d'investissement en capitaux de risque. J'ai travaillé chez Deloitte & Touche. Contrat. Donc, je connais un petit peu le secteur privé aussi. Puis, ce que je remarque, notamment quand j'étais fonds d'investissement qui travaillait avec des jeunes pousses, donc des startups en technologie, c'est que tu vas avoir des gens qui sont très, très, très passionnés par
leur invention, le truc sur lequel ils travaillent. Même chose chez les écologistes, on veut travailler sur les changements climatiques. Puis la clé dans les organisations qui fonctionnent bien, c'est celles qui vont savoir s'entourer de gens qui sont des bons administrateurs. Parce que tu peux être un super bon, tu peux être super bon en technologie, tu peux avoir une super bonne invention, puis tu peux être nul au niveau de la levée de fonds en gestion. Et je pense que la clé chez nous, chez Équiterre, ça a été de reconnaître qu'il y a des gens dans le groupe qui étaient très bons sur des dossiers, puis sur les enjeux, mais que ça prenait du monde aussi qui s'intéressait à ça aussi, mais qui s'intéressait plus aux aspects administratifs qui peuvent avoir l'air... Tu sais, quand tu es un militant, l'administration, ça ne te tente pas. Là, la collecte de fonds, là, c'est plat. Tu veux travailler sur les politiques publiques, tu veux faire pression sur les gouvernements, tu veux... Et vraiment, quand je compare à d'autres organisations pour qui ça a moins bien fonctionné, certaines qui n'ont pas réussi, puis c'est vrai du côté du secteur privé aussi, quand les gens ne savent pas... il faut que tu saches dans quoi tu es bon, puis dans quoi tu n'es pas bon. Ouais. Ça, c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout, dans une entreprise, dans une OBNL, c'est vrai, puis c'est intéressant. Là. Puis tu travailles sur tes forces. Puis des fois, tu peux travailler sur tes faiblesses aussi, mais quand j'étais chez Équiterre, à un moment donné, on s'est dit, bon, avec l'équipe de direction, on s'est dit, bien, Steven, tu vas faire plus d'administration. Cette année, on va te mettre plus sur la gestion. Puis après un an, on arrête. Ben, je suis capable. Ouais. Mais on s'est vite rendu compte que je peux le faire, mais qu'il y a des gens qui pouvaient le faire bien mieux que moi. Exact. Puis que, dans le fond, pour l'organisation, là où j'étais le plus payant, c'était pas là. C'est là où j'avais le plus de bénéfices, c'était ailleurs. C'était dans les médias, c'était à travailler avec les gouvernements, les entreprises. Je pense que c'est correct aussi, tu sais, des fois, tu essaies des affaires, puis tu dis, ouais, OK, finalement, ça marche pas. Tu sais, on va corriger au lieu de dire, non, tu sais, faut que ce soit ça absolument, puis on bouge pas. Je pense qu'il faut savoir s'adapter aussi. C'est de l'apprentissage aussi. Il faut l'essayer pour savoir si t'aimes ça, savoir si t'es bon, si t'es sur ton X ou pas, finalement, là. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le switch en politique? Parce que c'est un monde qui est complètement différent. Ben oui, mais... Donc, j'ai été dans le mouvement environnemental à peu près 25 ans, principalement Greenpeace et Équiterre, mais aussi un peu dans le secteur privé, beaucoup dans tout ce qui est développement durable, technologie propre, énergie renouvelable. En fait, en 2018, le premier ministre Trudeau m'a approché. On se connaissait un peu, on avait des amis en commun. Comment? On veut savoir. Bien, en fait, il m'a dit, écoute, il dit, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'équipe. J'aimerais ça que tu te présentes pour nous. Puis déjà, en 2015 et 2019, le gouvernement Trudeau avait commencé à faire des choses intéressantes sur l'environnement, mis en place un prix sur la pollution, ce qui n'avait jamais été fait au fédéral. À l'époque, il y avait le Québec qui avait un prix sur la pollution, puis la Colombie-Britannique. Et je trouvais que je n'étais pas d'accord avec tout. Le gouvernement Trudeau avait acheté un pipeline. Je n'étais vraiment pas d'accord avec, mais quand je regardais l'ensemble de ce qu'il faisait, je me disais, OK, ça m'intéresse pas, mais tout le reste m'intéresse, tu sais. Yeah. C'est souvent ça, la politique, tu sais. C'est rare que... Moi, j'ai 4 enfants, puis je peux vous assurer que je gagne jamais toutes mes batailles à la maison, dans une famille de 4 enfants. Ouais. Félicitations, c'est un grand bonheur. Enfant, avec vos implications, Merci. Ça va te connaître. Mais... Je sais que si je ne peux pas gagner toutes mes batailles à la maison avec 4 enfants, c'est pas possible que je gagne toutes mes batailles dans un pays de 40 millions de personnes, puis dans un parti politique avec 170 personnes, puis dans un parlement. Alors, je comprenais que je ne suis pas d'accord avec tout, mais quand je regardais l'ensemble, je me disais, c'est intéressant. Puis, c'est une façon pour moi de continuer mon combat sur l'environnement, mais dans un monde un peu différent, dans une arène différente, donc celle de la politique, même si les dernières années, quand j'étais à Équiterre, j'étais essentiellement un lobbyiste environnemental. OK. Ben, c'est de changer un peu, pas changer de côté, mais c'est de changer d'environnement. Puis quand on est allé dîner la dernière fois, j'avais trouvé ça intéressant, ce que tu nous avais dit, que pour être militant pour l'environnement, on n'est pas obligé de travailler dans un organisme ou une fondation. On peut le faire par la politique, par l'entrepreneuriat, par la philanthropie. Puis on peut travailler dans une banque, puis être militant pour... Exactement. Puis je crois que dans cette lutte-là, surtout dans une lutte, dans un problème aussi global, ça prend des gens dans
tous les secteurs d'activité, qui travaillent en équipe, même si on comprend qu'on est dans des écosystèmes qui peuvent être compliqués, mais je trouve qu'il devrait y avoir plus de politiciens qui s'attardent à ces causes-là comme toi, là. Bien, merci. Puis je suis 100% d'accord avec toi, William. Je pense que c'est comme ça qu'on va... Les ONG ont un rôle à jouer, mais c'est pas les ONG qui vont tout faire. Les entreprises ont un rôle super important à jouer, mais les entreprises ne peuvent pas tout faire. Les gouvernements ont un rôle important à jouer, mais eux non plus ne peuvent pas tout faire. C'est en travaillant ensemble avec les syndicats puis tous les autres parties prenantes qu'on réussit à faire ce changement-là. Puis si les gens qui sont préoccupés par les questions de justice sociale, les questions d'immigration, les questions d'environnement, ces gens-là ne vont pas en politique, bien, c'est qui va aller en politique pour défendre ces causes-là? Qui, dans le Parlement, va parler pour ça? Ou à la table du Conseil des ministres, quand vient le temps de voter des budgets? C'est super important, même si des fois c'est tough, puis même si des fois, quand je me suis présenté en politique, il y a des écologistes qui ont dit que c'était une trahison, que je trahissais le mouvement environnemental. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais la bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui étaient des amis quand j'étais dans le mouvement environnemental sont encore mes amis aujourd'hui. Ah, c'est bon, ça. Il y en a qui m'ont critiqué, qui ont critiqué publiquement certaines décisions que j'ai prises à certains moments, puis je comprends, tu sais, c'est leur rôle de faire ça quand tu es dans une organisation, puis tu défends une cause, tu représentes des membres qui ont des demandes, bien, tu as un travail à faire, mais j'ai perdu aucun ami. C'est la bonne nouvelle dans tout ça. Ouais. Moi, j'avais une idée. Je suis très loin d'être un expert en politique, là. Puis je suis très pro la redistribution des richesses. C'est pas pour rien que je fais de la philanthropie. Pour moi, c'est important d'aider ceux qui ont moins de chance que nous. Puis je comprends le concept des impôts. Je trouve que c'est important, les impôts. Parfois, je trouve qu'il y aurait peut-être des moyens plus efficaces de redistribuer les richesses, notamment par la philanthropie et les fondations. Puis je m'étais dit, parce que ce que je vois, là, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de fondations qui sont extrêmement riches, qui ont des centaines de millions de dollars, puis parfois des milliards de dollars dans des comptes, dans des fonds, puis finalement, ça génère des rendements. Puis le pourcentage de redistribution obligatoire est extrêmement faible. Fait que je me disais, est-ce que ça ne serait pas plus efficace de venir peut-être augmenter le pourcentage de redistribution des richesses obligatoires des fondations, de peut-être à l'inverse venir bonifier les crédits d'impôt pour les dons de charité, puis tu sais, d'encourager les personnes les plus nantis finalement à faire davantage de philanthropie, quitte à avoir des avantages au niveau fiscal, mais je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Bien, je pense que c'est certainement des pistes qui sont intéressantes, puis il y a beaucoup... par exemple, quand j'étais au ministère de l'Environnement, on avait un programme, puis en fait, j'ai gardé, même si maintenant je suis ministre de la culture et de l'identité canadienne, j'ai gardé tout un bout du ministère de l'Environnement, donc tout ce qui est biodiversité, nature, Parc Canada. Alors, il y a un programme, par exemple, de dons écologiques. Donc, si toi, tu es un propriétaire terrien, tu veux faire un don d'une partie de tes terres pour qu'elle soit protégée à une organisation, conservation de la nature, la Société pour la nature et les parcs, Canard illimité, bien là, le gouvernement fédéral va te donner un crédit d'impôt pour ça. Donc, il y a beaucoup de mécanismes comme ça, mais est-ce que certains de ces mécanismes-là pourraient être revus, pourraient être plus généreux? On a lancé une initiative l'an passé au ministère de l'Environnement où, pour $1 que le gouvernement fédéral met sur la table, on travaille avec une série de fondations au Canada, puis elles aussi mettent $1 sur la table. Okay. Donc, là, c'est plus un fonds de matching fund, excusez-moi pour l'anglicisme, pour faire de l'éducation sur les changements climatiques dans les écoles primaires et secondaires au pays. Donc, il y a quand même des initiatives comme ça, mais est-ce qu'on pourrait en faire plus, par exemple, sur la question de la fiscalité, puis je suis loin d'être un expert là-dessus, mais certainement quelque chose dont je pourrais parler avec le ministre des Finances. On va y en parler. Parfait. On va y en parler. On a parlé du pivot vers le domaine et l'univers de la politique. Puis je me demande, avec le recul, est-ce que tu seras en mesure d'identifier des aptitudes ou des qualités qui sont importantes à avoir pour un élu? Bien, il y a vraiment... à une certaine époque, les gens qui étaient en politique, c'était ce qu'on appelait les notables, donc des avocats, des notaires, des médecins, des professionnels. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. J'ai une collègue au cabinet qui est infirmière, par exemple. Moi, je viens d'une ONG
Il y a encore beaucoup de gens on retrouve beaucoup en politique encore des gens qui ont une formation d'avocat, d'avocate, des entrepreneurs aussi, moins, mais il y en a. Mais je pense qu'au-delà de ta formation, ton expérience, moi je pense que ce qui fait une personne, un bon politicien ou une bonne politicienne, c'est la passion. T'es vraiment là au service des gens qui t'ont élu. Dans notre système parlementaire, on est d'abord et avant tout un député ou une députée. C'est notre première fonction, c'est ça qui nous amène à Ottawa. Puis après ça, si le premier ministre décide de nous faire une place au cabinet, bien là, on peut devenir ministre. Puis moi, je suis quand même assez chanceux parce que c'est rare. Là, j'ai été élu en 2019, puis tout de suite, je me ramasse au cabinet. Ça arrive, mais ça arrive pas souvent. On crée sa chance, comme on dit. Ouais, peut-être. Puis tu as mentionné d'ailleurs que tu as changé de poste récemment. Comment tu as vu ça, le changement de poste? Bien, évidemment, c'est toujours la prérogative du premier ministre de décider qui est autour de la table du cabinet, puis qu'est-ce que ces gens-là font. Alors, en 2019 et 2021, j'étais ministre du patrimoine, donc art, culture. J'étais ministre du sport également. Et de 2021 à tout récemment, je suis ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Et là, le premier ministre Carney m'a demandé de changer un peu mes fonctions. Donc, je reprends ce que je faisais au patrimoine, donc art, culture, sport, mais je suis aussi ministre des langues officielles, de la diversité. Comme je vous disais, je garde tout le bout nature, biodiversité. Donc, l'atteinte des objectifs de la COP 15 à Montréal, c'est ma responsabilité par Canada, et lieutenant du Québec. Alors, le premier ministre a ajouté... Donc, oui, c'est des belles responsabilités, là. Des grosses responsabilités. Ce que 5 personnes faisaient avant le nouveau cabinet, bien là, c'est une personne qui le fait. Fait qu'il y a beaucoup de... Puis comment tu fais pour avoir toute cette pression-là, toutes ces responsabilités-là, avec 4 enfants à la maison? Tu sais, j'imagine, est-ce que tu as des habitudes de vie, des routines, des rituels, Qu'est-ce qui t'aide à performer, tu sais, dans tout ça, là? Bien, d'abord, il faut comprendre que, tu sais, être un ministre à Ottawa, c'est une petite PME, là. T'as, dépendamment du ministère, mais quelque part entre 15 et 25 à 30 personnes qui travaillent pour toi, là. C'est pas des fonctionnaires, là, c'est des gens qui sont nommés par le gouvernement. C'est des conseillers politiques, chefs de cabinet, directeurs, directrices des communications, comme notre amie Alison qui est là derrière. On la salue. Alors, tu sais, t'as des gens qui t'aident beaucoup, là. Tu as des personnes dont la fonction, c'est juste de s'occuper de ton agenda. Parce que c'est compliqué. Vraiment, tu peux pas prendre tes rendez-vous pour aller chez le médecin, tu peux pas prendre tes rendez-vous pour aller chez le dentiste. Tu délègues tout ça parce que, mettons, tu regardes dans ton agenda, tu te dis, bon, ben dans 2 mois, vendredi matin, je vois rien dans mon agenda, mais tu sais pas que l'équipe parle depuis 2 semaines des 8 affaires possibles qu'ils pourraient mettre dans ce morceau-là d'agenda, puis ils n'ont pas décidé encore c'est quoi, tu sais. Alors, tu as beaucoup d'aide, d'une part, mais c'est sûr que moi, puis c'est vrai que j'ai 4 enfants, mais j'en ai 2 qui sont plus à la maison. Puis les 2 qui sont encore à la maison sont des adolescentes qui sont pas mal autonomes. Donc, mais ce qui m'aide beaucoup au niveau de la pression, c'est l'activité physique. Moi, c'est vraiment ça c'est mon exutoire. Ah oui, d'ailleurs, tu es venu en Bixi pour le podcast ce matin. Je t'ai vu arriver en vélo. Oui, pour la campagne électorale, presque tous nos déplacements, en fait, à la fin de la campagne, j'estime que je vais avoir fait à peu près 200 km de vélo, 200 km de marche pendant la campagne. Je veux lancer un défi au maire de Québec, Bruno Marchand, qui lui aussi était le maire en running shoes. On salue Bruno. Qui se déplace beaucoup à pied, le transport actif, tout ça. Le défi est lancé. Le défi est lancé. Mais donc, dans mes habitudes de vie, moi, je fais du vélo 12 mois par année à Montréal depuis 30 quelques années. Juste pour mes déplacements, puis tu te dis, ben, tu sais, ça change pas le monde, là, mais ça finit par faire un 5-6 000 km de vélo que je fais dans mes déplacements. Puis si j'étais en auto, ben, c'est 5-6 000 km que je ferais pas d'activité physique, puis tu sais, je serais moins en santé. Puis, donc ça m'aide énormément. Je m'entraîne un peu aussi, je cours, je fais différents types d'entraînement pour essayer de rester en forme. Good. Un marathon au mois de septembre en trail, si ça va bien, dans Charlevoix. Donc, c'est un bel endroit, ça. Ouais.
Septembre, je pense, c'est un bel endroit pour aller à Charlevoix. C'est là les couleurs sont toutes oranges. Ben, j'ai fait la course à Ricana, j'ai fait le 10 km, j'ai fait le 28 km, puis j'ai déjà fait des marathons, mais j'ai jamais fait des marathons en trail, fait que ça serait mon premier. C'est bon pour le bien-être psychologique aussi, parce que j'imagine qu'il y a un stress énorme. Comment est-ce qu'on développe une carapace aussi épaisse? Bien, c'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui avec les médias sociaux. Il y a beaucoup, puis on voit qu'il y a une montée de la haine en ligne, le populisme. Avant, à la Chambre des communes, tu pouvais être un adversaire. Tu étais dans un parti différent, mais à la fin de la journée, c'était pas rare de voir un conservateur aller prendre une bière avec un libéral ou quelqu'un du NPD. Puis moi, je m'entends très bien avec les Verts, avec la plupart des membres du Bloc québécois, du nouveau Parti démocratique. Mais avec les conservateurs, c'est devenu très... C'est un peu un mouvement qui ressemble beaucoup au mouvement de Trump, « Make America Great Again », puis t'es soit avec nous, t'es contre nous. Là, on n'est pas des adversaires, on est des ennemis. Alors, la première ministre de l'Alberta, dans une conférence publique récemment avec l'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, un animateur très controversé, la première ministre de l'Alberta, lui a demandé de mettre une cible sur mon dos, mais pas au sens figuré, au sens propre. Alors, c'était pas présent, ce genre de choses-là, dans le discours politique avant. Ici puis ailleurs, là, ça se passe pas juste au Canada, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit en Amérique latine, on le voit en Asie, dans certains pays. Alors, c'est plus tough de faire de la politique aujourd'hui que ça l'a déjà été. Comment tu fais pour te bâtir une carapace? Bien, moi, j'estime que les gens j'essaie de ne pas prendre personnel ce qui vient de gens qui ne me connaissent pas. S'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas je suis qui, ils peuvent bien lancer toutes sortes d'insultes ou me crier des noms. C'est pour ça que tu étais content d'avoir gardé tous tes amis. ben oui, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est là où tu vois que c'est ces choses-là qui comptent. Absolument. Après ça, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais Avec les jeunes philanthropes, en fait, premièrement, nous, on veut éduquer, sensibiliser les jeunes à la philanthropie, à s'impliquer dans la communauté. Puis depuis le mois de janvier, on s'est positionné dans la lutte contre les changements climatiques. Parce que présentement, tu es très bien placé pour le savoir, c'est la première menace dans la survie de l'humanité au niveau mondial. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment au Québec. En philanthropie, ça représente environ moins de 1% des dons en philanthropie qui sont faits pour l'environnement. Qu'est-ce que tu dirais là, à tous les jeunes qui nous écoutent actuellement pour les sensibiliser à cet enjeu-là puis leur expliquer à quel point c'est important? Bien, d'un, tu as raison. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis, par exemple, on est en campagne électorale fédérale. Il y a un sondage qui est paru hier qui montrait que l'environnement arrive au 6e rang des priorités des Canadiens et des Canadiennes, mais à 2 %. Remarque que si ça avait été il y a 20 ans, ça n'aurait même pas été dans les 10 premières priorités. Fait que ce soit dans les 5, 6 premières, c'est déjà bon. Mais là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, Trump, les tarifs, pour la très, très, très grande majorité de la population, c'est ça l'enjeu de la campagne électorale. Puis c'est ça, quand on fait du porte-à-porte, dans la circonscription ici, on est dans ma circonscription ici, on a eu jusqu'à maintenant, je ne sais pas, on a eu probablement 7-8 000 conversations avec des gens au cours des dernières semaines, avec des bénévoles, et c'est beaucoup, beaucoup ça qui ressort. C'est Trump, c'est les tarifs, c'est l'attaque à notre souveraineté, hein, le 51e État. Puis quand il parlait du gouverneur Trudeau au lieu du premier ministre Trudeau, il parle du premier ministre Carney, c'est déjà ça. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle plus. Bon, le premier ministre Carney a fait une annonce sur nos objectifs en matière de nature et de biodiversité la semaine dernière. Hier, il a parlé de corridors énergétiques, comment on augmente. Présentement, tous nos échanges d'électricité, ou presque, sont nord-sud. Donc, il y a très peu d'échanges est-ouest. Or, dans un contexte où on veut repenser nos relations avec les États-Unis, on va continuer d'avoir des relations commerciales, mais est-ce qu'on veut continuer d'être aussi dépendant? Peut-être que non. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas investir dans un réseau électrique est-ouest, où Hydro-Québec peut vendre plus facilement aux provinces de l'Atlantique ou à l'Ontario? Puis des fois, peut-être qu'Hydro-Québec peut acheter de l'Ontario quand les niveaux d'eau sont bas dans les barrages. Mais j'aimerais ça qu'on parle plus de changement climatique. Certainement. Puis mon message pour les jeunes qui s'impliquent
en philanthropie. J'aurais quasiment envie que vous gardiez la caméra pour clore la discussion. Je trouve qu'effectivement, dans tout ce contexte difficile-là, j'aimerais conclure sur une note d'espoir, puis sur un message qu'on ait à passer aux jeunes philanthropes de la génération de Realty. Bien, sur la question des changements climatiques, c'est vrai que c'est un enjeu existentiel. Plus on tarde à s'attaquer à cette question-là, plus les dommages vont être importants. Je vous donne quelques exemples. Il y a 15 ans, le Bureau d'assurance du Canada nous disait les coûts annuels des impacts des changements climatiques au Canada, c'est 200 millions par année à peu près. Il y a 5 ans, c'était 2 milliards. Donc, en 10 ans, ça a augmenté de 10 fois. L'an passé, c'était 8 milliards. Est-ce que ça ne sera pas 8 milliards à chaque année, là, mais donc, plus on agit rapidement, plus on réussit à limiter les dommages, mais c'est aussi une opportunité d'affaires pour plein de monde, parce qu'on a besoin de technologie, parce qu'on a besoin de savoir-faire, on va avoir besoin d'avocats sur les questions climatiques, les droits d'échange, les permis compensatoires, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'entrepreneurs. Il faut changer notre économie pratiquement du tout au tout, puis on est en train de le faire au Canada. C'est la première fois dans l'histoire du pays que l'économie canadienne augmente puis que la pollution diminue. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Bien, parce qu'on a mis en place des mesures incitatives pour les entreprises, des mesures fiscales pour investir dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables. On investit dans la formation pour les travailleurs, les gens qui sont dans des secteurs puis qui veulent se recycler puis aller. Tu travailles dans le pétrole en Alberta, tu peux aller travailler dans l'éolien maintenant, tu peux aller travailler dans le solaire, puis des fois, tu es un soudeur dans le secteur du pétrole ou dans les pipelines, tu peux être un soudeur dans le secteur de l'éolien, tu sais. C'est des compétences qui sont transférables. Alors, les changements climatiques, parfois, ça peut avoir l'air comme lourd, puis il n'y a pas de solution, puis on n'y arrivera jamais, mais on est capable de le faire, puis on est en train de le faire ici au Canada, puis même aux États-Unis, malgré Donald Trump, il y a plein de choses qui se passent au niveau des municipalités, des États américains, des entreprises. La dernière conférence de l'ONU, moi, j'ai rencontré des gouverneurs d'États américains, le ministre de l'Énergie de la Californie qui dit, nous, on continue, là, on n'arrête pas malgré Donald Trump, on veut travailler plus avec le Canada, on veut faire plus de choses sur les technologies propres, sur la conservation de la nature. Alors, c'est un enjeu important, puis on a besoin de vous. Parce que plus il y a de gens qui vont s'impliquer, plus on va réussir rapidement à trouver des solutions, puis on est capable de faire ça en travaillant ensemble. Ça donne des frissons. Merci pour ton soutien, Steven. C'est vraiment apprécié. Puis comment une organisation comme les Jeunes Philanthropes peut faire une différence dans cette lutte-là? Puis pourquoi c'est essentiel de le faire selon toi? Bien, je pense que vous le faites déjà. Comme organisation, de dire, bien, nous, notre priorité, ça va être les changements climatiques. On veut sensibiliser la jeune génération d'entrepreneurs puis de philanthropes à cette question-là, à s'impliquer, puis à voir comment tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Peu importe dans ton secteur, peu importe ce que tu fais, peu importe tes compétences. À son échelle, c'est pas tout le monde qui va devenir ministre, mais tu n'es pas obligé d'être ministre pour être impliqué, puis pour faire une différence dans ta communauté, dans ton entreprise, dans ta famille. Et je pense que tout ce travail-là de sensibilisation que vous faites, puis d'aider les gens, les outiller. Parce que ce qui paralyse beaucoup les gens, souvent, c'est cette espèce d'éco-anxiété où on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que c'est trop gros. Puis en parlant, en discutant, puis en échangeant, bien, moi, je pense que ce que vous allez aider à faire, c'est de montrer aux gens que c'est possible, puis qu'on peut s'impliquer, puis qu'on peut faire une différence. En parlant de différence, je pense que tu en as fait une de plus aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme à chaque échange, c'était authentique, c'était sincère, puis c'était surtout rafraîchissant. Si vous aussi, vous avez été touché, sachez que vous pouvez vous impliquer. Direction sur notre site web des Jeunes Philanthropes du Québec. On se dit à très bientôt!